Merci à tout le monde de vous avoir déplacé. Dans le temps que j'ai aujourd'hui, je ne vous présenterai pas en détail l'approche de formation qu'on présente. Je vais vous présenter tout simplement les grandes lignes. Mais ce que je veux surtout insister, c'est le fondement qui est en arrière de cette approche-là, puis pourquoi on veut remodeler, si on veut, revoir l'approche de formation qui existe, parce que vous n'êtes pas sans savoir qui s'en donne la formation à la manutention à l'heure actuelle. Donc, davantage préciser les raisons pour lesquelles on a voulu retravailler la formation à la manutention, dans quelle perspective, pourquoi on le fait. Premièrement, c'est dans une perspective strictement de recherche, il nous apparaissait que c'était le point qui était le plus faible en termes de perspective de recherche et là où on avait le plus de développement à faire. Les programmes, à l'heure actuelle, c'est assez démontré, relativement bien démontré que ça fonctionne plus ou moins la formation en manutention à l'heure actuelle. Puis l'hypothèse que nous, on met de l'avant, c'est que c'est les contenus qu'on transmet et la façon dont on les transmet qui pose problème, plus que l'idée de la formation en tant que telle. Donc, déplacer une charge d'un point A à un point B, on peut penser que tout le monde est capable de faire ça. Le défi des manutentionnaires, c'est de déplacer cette charge-là en essayant le plus possible de minimiser les coûts que ça entraîne pour les manutentionnaires. Coûts en termes de fatigue, coûts en termes de contraintes qu'il peut y avoir au niveau de leur dos, etc., etc. Donc, c'est véritablement un enjeu de résolution de problèmes moteurs auxquels font face les manutentionnaires. Okay? Et ça, de plus en plus, j'insiste sur cet élément-là. Au niveau du contrôle moteur, la manutention implique le corps au complet. Okay? C'est une activité où on a donc plusieurs, ce qu'on voit dans la littérature, ce qu'on appelle des degrés de liberté. Il y a plusieurs degrés, plusieurs articulations qui sont impliquées dans la manutention. Donc, c'est une mobilisation du corps au complet et il y a des enjeux de coordination intersegmentaire qui sont importants. Ensuite, il y a une espèce de dissociation, si on veut, ce que fait le haut du corps en train de prendre la charge, puis ce que fait le bas du corps pour pouvoir soutenir ce mouvement-là et pouvoir, après ça, assurer l'idée qu'il faut se déplacer avec la charge après ça. Okay? Donc, il y a des enjeux de coordination aussi qui sont importants à ce niveau-là. Il y a beaucoup de pertes d'équilibre en manutention, puis qui est occasionné, entre autres, par le fait qu'on ajoute une charge externe au corps, et ça a des enjeux importants en termes d'équilibre. Donc, déjà, en termes de contrôle moteur pour un manutentionnaire, il y a déjà un défi en arrière de ça. Mais le défi qui s'ajoute encore plus, c'est l'hypothèse qu'on émet pour les gens, que ça fait longtemps qu'ils font ça sans se blesser, c'est qu'ils réussissent à faire l'activité de manutention tout en gardant un équilibre ou en essayant de minimiser les coûts que ça engendre pour eux. Donc, le principe qu'on appelle d'efficience, c'est faire la job qui nous est demandée, mais au moindre coût possible. Okay? S'ajoute à cette difficulté-là que la manutention, sauf quelques rares exceptions, se fait dans des conditions qui sont très variables. On prend bas, on a à se déplacer sur des surfaces qui sont très variables, on peut prendre plus loin dans des contextes un petit peu particuliers, vous voyez une autre situation. Donc, on a à résoudre cette problématique-là de contrôle moteur, mais dans des contextes qui varient énormément, donc il faut s'adapter constamment aux situations auxquelles on fait face. En plus, plusieurs de ces conditions-là sont défavorables. On se retrouve en contrainte d'espace. On se retrouve à manutentionner des charges qui sont parfois lourdes, instables, pas toujours faciles à manutentionner. On se retrouve dans des conditions comme ça où l'équilibre est compromis, on n'a pas beaucoup d'espace pour nos pieds, etc. Et on se retrouve dans des contraintes d'espace où on ne peut pas positionner nos pieds comme on veut. Bien entendu, c'est un des rôles qu'on a à jouer, c'est de travailler sur ces conditions-là dans le milieu de travail pour les améliorer. Donc, si je résume un peu la situation, contrôler ce qu'on a à faire en minimisant les coûts dans des conditions variables qui nous amènent constamment à s'adapter dans des conditions qui sont souvent défavorables, donc on a géré des coûts qui sont encore supérieurs. J'ai peu insisté là-dessus, mais on est aussi dans un contexte organisationnel qui fait qu'on a une pression temporelle, où il y a des conditions organisationnelles qui font qu'on n'a pas tout le temps voulu pour pouvoir faire ces compromis-là, puis ajuster notre posture, puis minimiser les coûts. On doit le faire relativement rapidement. Qu'est-ce qui est offert à l'heure actuelle en termes de formation à la manutention? C'est une approche qui est très prescriptive, c'est-à-dire ce qu'on aimerait de la part des manutentionnaires, c'est qu'ils adoptent une technique, si on veut, standardisée ou prédéfinie, que tout le monde à peu près connaît ici, plier vos genoux, garder le dos droit, manutentionner lentement, adopter un équilibre qui est stable et tout. Je ne sais pas si vous voyez le parallèle, mais quand on regarde toutes les situations auxquelles font face les manutentionnaires, la variabilité que ça impose et tout, c'est clair que les gens ne peuvent pas toujours manutentionner de cette façon-là. Puis même à la limite, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas nécessairement toujours souhaitable même de faire ce type de manutention-là, parce qu'il y a des conséquences ou des coûts. On va minimiser les coûts au dos,
mais on va augmenter, par exemple, les coûts de la fatigue physiologiquement au niveau de la dépense énergétique. Ça va être plus compliqué pour les manutentionnaires de faire ça. Et ça ne leur permet pas du tout de s'adapter aux différents contextes auxquels ils font face. Donc, je n'ai pas la prétention de dire que ça, c'est ce qui se fait 100% des formations à l'actuelle en manutention, mais c'est clair que c'est l'approche dominante. Ça a une limite importante parce que, en fait, cette approche-là a été développée dans un contexte de laboratoire où on demandait aux gens de prendre des charges basses et de les soulever à la hauteur de la terre pour ensuite les déplacer. Cette technique-là prédéfinie répond à un contexte ou un problème que les manutentionnaires ont fait, effectivement, qui peut être coûteux. Prendre une charge basse, c'est une des situations les plus coûteuses. Et fonctionner de cette façon-là répond à cette situation-là, à cette contrainte-là, si on veut. Mais, moindrement que les conditions vont varier, ça ne répond pas du tout aux idées de pression temporelle, les objectifs que les manutentionnaires ont à remplir. Plus je me penche les genoux comme ça, plus je prends du temps pour faire la manutention, plus j'ai la charge longtemps dans les mains également. Donc, il y a une série de conséquences à procéder de cette façon-là qui sont, des manutentionnaires nous parlent beaucoup. Ça concerne un seul type de risque, et plus les risques au niveau lombaire, de chargement, de réduction des moments. Ça ne considère pas nécessairement les autres risques auxquels les manutentionnaires sont exposés. Ça ne tient pas compte des conditions défavorables non plus dans lesquelles on peut faire ça. Il faut augmenter le vocabulaire gestuel des manutentionnaires, ne pas leur offrir seulement une technique ou un outil dans leur coffre à outils, mais essayer de diversifier le coffre à outils qu'ils ont pour pouvoir agir dans ces contextes-là qui sont variables, défavorables avec la pression temporelle. Okay? Et c'est ce qu'on veut amener comme développement en termes de programme de formation, c'est agir sur augmenter le nombre d'outils que le manutentionnaire va avoir dans son coffre à outils. On a fait des études dans plusieurs contextes de travail. On est allé dans le commerce de détail, on est allé dans le secteur municipal, on a travaillé avec une municipalité dernièrement où on a vu une panoplie de situations de manutention. On a travaillé avec les éboueurs à la Ville de Montréal. On est allé chercher des études qui avaient été faites antérieurement. Ce qu'on a réussi à faire, c'est décontextualiser ces savoir-faire-là, donc les sortir de leur contexte. Puis on a identifié ce qu'on a appelé des principes ou des règles d'action. On en a identifié 8. Une règle d'action, ce que ça fait, c'est au lieu de préciser une façon de faire en particulier, ça spécifie un but que le manutentionnaire doit atteindre. Et en fonction du contexte dans lequel il va se trouver, il y a plusieurs façons d'atteindre ce but-là. Donc, ça permet d'engendrer des actions en fonction des valeurs prises par certaines variables de la situation. Donc, ça implique une activité cognitive de la part du manutentionnaire. Le manutentionnaire, ce n'est pas un exécutant, c'est quelqu'un qui est capable de repérer des indices dans son environnement pour adapter sa façon de faire en fonction du contexte dans lequel il se trouve. Ça définit des conditions à respecter et des éléments à prendre en compte pour que l'action qui va être faite soit efficace. On en a identifié 8 principes. Vous voyez, on a positionnement des structures lombaires, c'est tout ce qui concerne les postures, l'éloignement de la charge, c'est le bras de levier. Il y a des affaires qui concernent l'équilibre, des choses qui concernent la vitesse du mouvement qui est fait. Ça permet d'utiliser l'utilisation de la charge à l'avantage, l'utilisation du corps. Donc, on en a une série de principes, on en a 8 en fait. Ce que ça permet de faire, c'est de comprendre les compromis ou les résolutions de problèmes que les manutentionnaires essaient de mettre de l'avant dans leur milieu. Tout ça, ces principes-là, permettent de reconstituer le mouvement qui est fait et de porter un jugement qui est beaucoup élargi par rapport à ce qu'on voyait antérieurement, où on faisait beaucoup le focus à la posture. Le dos, le dos, le dos, alors qu'il y a beaucoup d'autres enjeux que les manutentionnaires ont à dealer avec et qui nous permettent de pouvoir mieux caractériser ces enjeux-là via les règles d'action. Une chose qu'il va falloir convaincre, je dirais, les milieux avec l'exercice que j'ai essayé de faire en début de présentation visait à faire ça, c'est de démontrer que, vu que c'est complexe, ça prend un certain temps avant d'apprendre à manutentionner des charges de façon efficace et en minimisant les coûts. Donc, les séquences, on commence par apprendre les tâches, les opérations qu'on a à faire, puis rapidement, par la suite, on essaie de trouver c'est quoi la façon de faire que je dois mettre de l'avant, puis qui va correspondre à certaines de mes caractéristiques, à certaines de mes aptitudes. Donc, je vais répéter, je vais pratiquer, je vais stabiliser. Après ça, je vais tenter d'améliorer, je vais améliorer la vitesse avec laquelle je vais le faire, je vais améliorer l'efficience avec laquelle je vais le faire. Puis la dernière étape, c'est adapter sa façon de faire en fonction de la variabilité des conditions de travail dans lesquelles je me trouve. Et pour faire ça, ça prend un certain temps. Ce qu'on suggère comme approche de formation, c'est une approche de formation en 7 étapes. Premièrement, créer un comité dans le milieu de travail ou utiliser un comité qui est déjà là, le comité santé-sécurité, pour chapeauter la démarche de formation. Ensuite, analyser le contexte de travail pour pouvoir adapter la formation au contexte dans lequel je me trouve. Ensuite, on suggère de ne pas s'attaquer à toutes les tâches de manutention dans l'entreprise, mais cibler une tâche en particulier.
d'analyser les savoir-faire des gens qui sont déjà dans cette situation-là, de créer un groupe de travail qui va être formé, d'animer des rencontres directement sur le milieu de travail, soit sur dans la tâche où elle se fait, ou de recréer un contexte où on peut simuler ce qui se fait dans la tâche de manutention. Donc, la période de formation ou le gros de la formation va se dérouler ici. Puis ensuite, au bout d'un certain temps, revenir dans le milieu, faire un suivi pour voir comment ça s'est passé. Ça, c'est une façon de faire qui est tout à fait différente. Les règles d'action est une façon de faire originale et différente, mais l'approche de formation qu'on privilégie, ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est beaucoup une formation qui est de nature théorique. On va parler aux manutentionnaires dans une salle de classe, on va leur montrer c'est quoi les risques. Nous, ce qu'on privilégie, c'est directement aller dans les situations de travail et de partir de la façon dont les gens en situation de travail fonctionnent et qui est des échanges ou des discussions avec un formateur qui, lui, connaît les règles d'action. Je ne vous ai pas parlé des règles d'organisation, mais on a aussi des règles d'organisation du travail. Et qu'il puisse y avoir des échanges entre ces deux groupes-là, mais en partant des savoir-faire qui sont directement en situation de travail. L'avantage qu'on voit que ça a, c'est que les gens se regardent faire, ils s'analysent. Donc, ils vont porter un jugement ils vont réfléchir à la façon dont ils font les choses. Ils vont surtout apprendre en le faisant. On ne développe pas des savoir-faire moteurs en regardant quelqu'un faire ou en entendant quelqu'un nous en parler. C'est en le faisant en situation réelle qu'on peut développer ses habiletés. Ensuite, étant donné que c'est fait en groupe, on peut apprendre des autres personnes qui sont également là en regardant les autres faire. Deux grands enjeux qu'on voit en termes de transfert. Premièrement, je ne vous ai pas parlé de la durée. À l'heure actuelle, les formations durent à peu près une demi-journée, voire peut-être une journée dans le meilleur des cas. On suggère d'aller combien, vous pensez? On parle de 3 à 5 jours de formation, dépendamment de la complexité de la tâche. Okay? Donc, c'est un changement quand même important, mais j'ai fait cette présentation-là dans plusieurs événements où il y avait des gens des entreprises, c'était des échanges qui ont eu, puis les gens sont assez convaincus qu'on peut, avec l'argumentaire qu'on apporte, y arriver. Il y a des gens qui y arrivent. Effectivement, je connais des gens qui ont réussi à augmenter la période de formation, mais c'est sûr qu'il y a des enjeux alentour de ça dans les entreprises, de convaincre de passer davantage de temps pour pouvoir former. Et l'autre enjeu qu'on voit, c'est d'outiller les formateurs qui vont être appelés éventuellement à donner ce type de formation-là, développer des compétences pour qu'ils puissent bien comprendre les règles d'action et se retrouver en situation avec des manutentionnaires puis pouvoir bien maîtriser, parce que c'est sûr que c'est des enjeux qui sont relativement différents de la formation qui est faite à l'heure actuelle. Je suis devant mon PowerPoint où j'explique ce qui se produit, voici les facteurs de risque, mais me retrouver dans une situation de travail réelle avec les manutentionnaires qui vont me poser des questions sur tout ça, la meilleure façon de faire, c'est quoi l'enjeu qu'il y a. Ça appelle à d'autres compétences. Il va falloir effectivement travailler assez fort pour développer cette compétence-là chez les gens qui vont être appelés à donner la formation. La manutention, là, ce qu'on a développé comme cycle de recherche, si on veut, c'est un cas d'application. Et je crois qu'on pourrait développer cette façon ou cette approche de recherche-là dans d'autres situations, c'est-à-dire de faire des recherches dans différents contextes et aller voir peut-être les recherches qui ont été faites antérieurement dans ce contexte-là pour savoir est-ce qu'on a identifié dans ce cas-ci des savoir-faire, mais quel type de savoirs sont nécessaires aux populations auxquelles on s'adresse et qu'on veut donner de la formation. Ensuite, tenter de décontextualiser puis en arriver à identifier des choses qui sont plus globales et plus généralisables et davantage transférables dans différents contextes, si on veut. Et ensuite, faire l'effort de recontextualiser pour pouvoir développer éventuellement des formations. Donc, je crois que ça a un pouvoir de généralisation qui va bien au-delà du contexte dans lequel nous, on l'a développé, qui est la formation à la manutention.